Le Premier ministre Roosevelt Skerrit, lors de la cérémonie du 40e anniversaire du Centre d'éducation pour enfants handicapés Alpha, a promis que le gouvernement prendra en charge le coût total d'exploitation de l'institution. Il a rappelé qu'elle avait résisté à l'épreuve du temps uniquement grâce aux dons des bénéficiaires, de l'Église catholique et du gouvernement. Il a ajouté que le gouvernement fournirait également une subvention de transport. Remise de diplôme pour les participants du programme de potager, un projet qui a reçu le soutien financier de la FAO et qui a été lancé lors de la Journée mondiale de l'alimentation en 2013. L'objectif était d'améliorer les compétences de la population en matière de jardinage et augmenter la production et la consommation d'aliments riches en fer, suite à une enquête sur les pratiques alimentaires qui avait détecté de l'anémie chez les enfants, les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer. À une époque où l'agence de planification et de gestion du carnaval est confrontée à des difficultés financières, des sponsors ont néanmoins apporté leur soutien au concours de la reine du carnaval traditionnel. Ainsi, la salle de conférence qui accueille traditionnellement l'événement a bénéficié d'une cure de jouvence à couper le souffle et le comité national de reine du carnaval a pu accueillir la cérémonie. L'événement comprenait 7 candidates talentueuses en lice pour la couronne de la reine du carnaval national 2014. Chaque participante a ainsi reçu la ceinture de son sponsor respectif. Et c'est comme ça qu'on a pu saluer entre autres Miss SRDF, Miss Python, Miss Toxic Carnival Band, Miss Service d'Investissement, Miss Super et Miss Saint Lucia Tourist Board. L'Association des petites entreprises et industries de Sainte-Lucie a organisé une consultation pour les micro, petites et moyennes entreprises afin d'améliorer la capacité de faire des affaires dans la région, en ligne avec les critères de la Banque mondiale. La présidente de l'association, Flavia Cerise, a expliqué que la normalisation dans le cadre de la politique du marché unique de la CARICOM va améliorer l'environnement des affaires pour le secteur de la micro-entreprise qui représente environ 80% du secteur privé de l'île. Selon la représentante de la CARICOM, lors de cette consultation, les chefs d'entreprise au sein des États membres de la CARICOM craignent que l'environnement dans la région ne soit pas propice aux affaires. C'est l'un des principaux problèmes mis en évidence lors des ateliers. Flavia Cerise, quant à elle, considère que la mise en œuvre de ces stratégies au sein de la CARICOM va réduire les obstacles en améliorant la compétitivité, la productivité et faire en sorte que les PME soient rentables. La CONALD a réalisé ce jeudi un forum autour du thème « Lutte contre la drogue, quelle législation ?» Ceci à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drogue. C'était une occasion pour les hommes de loi, des médecins et d'autres professionnels de débattre de la problématique de la drogue et de proposer des pistes de solutions pour rendre plus efficace la lutte contre ce fléau. Le coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la drogue, David Basile, a par ailleurs dressé un tableau édifiant du trafic de drogue en Haïti, regrettant que la législation haïtienne en la matière limite les actions de la justice contre les trafiquants. Un mandat de dépôt a été émis ce jeudi contre Marc-Antoine Philippe par le juge Yvikel Dabrésil et le substitut du commissaire du gouvernement de la Cour d'appel, Carves Jean. Après que les deux magistrats aient constaté la présence du détenu, celui-ci a été reconduit dans sa cellule au pénitencier national. Notons que Marc-Antoine Philippe est soupçonné comme étant l'un des auteurs du meurtre du journaliste Jean-Dominique et de Jean-Claude Louissin et qui s'était évadé du pénitencier national en 2005 à la faveur d'une mutinerie. Il a été extradé par le gouvernement argentin samedi dernier pour être reconduit en Haïti. Les employés du Barbados Community College n'ont pas travaillé aujourd'hui afin de protester contre des retards de salaire. Ils se disent préoccupés par ces retards permanents malgré de nombreuses réunions où ils ont pu exprimer leurs préoccupations. La direction leur a répondu qu'il y avait un retard dans le transfert des fonds et que donc le problème ne dépendait pas d'elle. Le syndicat a rencontré l'administration et leur a donné l'assurance que tous les efforts seraient faits pour veiller à ce que cela ne se reproduise pas. Malheureusement, aujourd'hui, des dizaines de travailleurs sont à nouveau rassemblés dans les couloirs de l'établissement et ont exigé des réponses sur ce problème qui sévit depuis plus d'un an et demi. Le Premier ministre Gaston Brown a tenu la première séance de la Chambre des représentants, mais le désormais leader de l'opposition, le député Baldwin Spencer, avait indiqué que son parti boycotterait cet événement. La Chambre basse devait se réunir pour choisir un président et un vice-président et souscrire au serment d'allégeance. L'opposition soutient qu'une séance de la Chambre exige un préavis d'au moins 7 jours et que ce que le parti soutient est constitutionnellement et juridiquement obligatoire.
Gaston Brown a qualifié l'action du chef de l'opposition comme grossière. Le Premier ministre a laissé entendre que l'interprétation erronée de M. Spencer du règlement de la Chambre des représentants est un autre faux pas d'un homme qui, précise-t-il au passage, a laissé le pays dans une situation désespérée. L'Organisation nationale de gestion des urgences NEMO organise une consultation nationale pour examiner les projets de protocole et de procédures pour les alertes au tsunami. Les objectifs sont familiariser les parties prenantes au processus et identifier les ressources nécessaires pour s'assurer que les mesures appropriées de préparation aux alertes soient prêtes. Cette consultation se tient en collaboration avec l'Agence de gestion des catastrophes dans les Caraïbes grâce au financement de UKAID, du gouvernement canadien, du gouvernement australien et de l'Organisation des États des Caraïbes orientales, l'OECS. 27 maisons ont été remises aux résidents qui ont été touchés par les inondations de décembre 2013 dans le cadre du programme gouvernemental. 8 résidents de South River ont été les derniers à recevoir les clés de leur nouvelle maison lors d'une cérémonie officielle. Dans son allocution, le directeur de l'Organisation nationale de gestion des urgences, Harry Prince, a déclaré que les maisons étaient construites dans le pur respect du Code national du bâtiment. Il a déclaré également que le gouvernement s'est engagé à déménager les personnes vers des zones plus sûres dans le cadre du plan de gestion des catastrophes. Quant au Premier ministre et député de South River, Al Gonzalez, il a souligné que le gouvernement avait dépensé d'importantes sommes d'argent pour reconstruire des maisons pour l'ensemble des personnes déplacées suite aux événements dramatiques de Noël dernier. Le festival Green Earth s'est tenu dimanche dernier et l'objectif de ce festival est de rassembler le plus grand nombre de fournisseurs locaux de produits et de services qui s'inscrivent dans la catégorie du développement durable, végétalien, végétarien et de manufacture d'objets fabriqués à la main avec des matériaux naturels ou biologiques. Un moyen de sensibiliser les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les options locales disponibles pour un mode de vie basé principalement sur les principes de l'écologie. La police a arrêté un détenu à la prison de Golden Grove dans le cadre de l'agression d'un autre détenu. La victime aurait reçu plusieurs coups de couteau au niveau de l'abdomen alors qu'il était en service aux cuisines de la prison. Jamal Fahy, qui purge déjà une peine de prison à vie à Golden Grove, a comparu devant un magistrat et été informé de ses droits. Notons pour l'anecdote que s'il est jugé et reconnu coupable des accusations portées contre lui, il pourrait être condamné à 40 années de prison supplémentaire à la prison à vie. Le premier cas de chikungunya a été répertorié au Caïman. Le médecin-chef a confirmé qu'une analyse de sang avait été effectuée par la Caribbean Public Health Agency. Un habitant de l'île a présenté des symptômes après avoir voyagé dans un pays où le virus est présent. Rappelons que le virus du chikungunya est désormais présent dans 24 pays de la Caraïbe. Le gouvernement a accepté de s'entretenir avec des membres du secteur privé préoccupés par des changements proposés à la loi sur la taxe générale à la consommation. La semaine dernière, le chef de l'association des manufacturiers de Jamaïque, Brian Pengeli, a déclaré que si le Parlement adopte les modifications proposées à la loi, cela signifie la fin du secteur de la fabrication locale et la perte d'emploi pour des milliers de personnes. Il a déclaré que les modifications obligeraient les fabricants à payer des taxes pour les matières premières et les biens d'équipement pour moderniser leurs usines. Pour aggraver les choses, dit-il, les modifications à l'étude prévoient que les demandes de remboursement ne pourront être effectuées qu'après 5 à 6 mois pour les biens d'équipement. Toutefois, Brian Pengeli a précisé que le gouvernement a répondu aux préoccupations du secteur privé et que des réunions ayant été organisées pour examiner la question, il était optimiste sur le fait que les parties soient en mesure de parvenir à une résolution favorable sur ces questions. Une petite fille de 5 mois a miraculeusement survécu à la mort hier, échappant de justesse à des tirs d'individus engagés dans ce que la police appelle une guerre de territoire dans l'est de Port-of-Spain. Sa mère, de 39 ans, n'a pas eu autant de chance. Elle est décédée après que les hommes armés lui ont tiré en pleine tête alors qu'elle tenait le bébé contre elle pour le protéger. Les habitants ont rapporté que c'est plus tard qu'ils ont retrouvé le bébé qui aurait survécu avec des blessures mineures sur la route à côté du corps de sa mère. Selon la police, la mère marchait le long de St. Paul Street avec son bébé et ses 3 fils aînés dans la zone où les résidents avaient mis en place des barrages routiers samedi dernier pour protester justement contre les tirs de police qui avaient provoqué la mort d'un jeune de 19 ans. Les habitants ont déclaré qu'un groupe d'individus avec ce qu'ils ont décrit comme des mitraillettes ont descendu la colline et ouvert le feu. Un garçon de 16 ans a également été abattu. L'assassinat de cette mère de famille est l'un des 3 meurtres enregistrés dans la seule journée d'hier, portant le nombre d'assassinats pour l'année à 207. La plus grande banque française, BNP Paribas, pourrait payer une amende s'élevant entre 8 et 9 milliards de dollars pour avoir violé plusieurs règles bancaires en ayant travaillé avec des pays sanctionnés par les États-Unis.
C'est seulement une des mesures que l'entité française est en train de négocier avec la justice nord-américaine qui est sur le point d'être conclue, selon ce que déclare le Wall Street Journal. L'entité française est dans le point de mire pour avoir violé les embargos en effectuant des opérations avec le Soudan, l'Iran et Cuba entre 2002 et 2009. Les enquêteurs ont découvert que la banque avait réalisé des transactions financières pour un montant de plus de 30 milliards de dollars. BNP Paribas aurait également d'autres sanctions comme l'interdiction d'effectuer pendant quelques mois des opérations en dollars, le licenciement d'une trentaine de fonctionnaires ainsi que l'obligation de se déclarer coupable d'avoir commis un délit pénal. La Russie prie instamment les États-Unis de mettre fin à l'embargo commercial et financier sur Cuba. Cette déclaration a été faite après la rencontre des vice-ministres des Affaires étrangères de Cuba et de Russie. De plus, les deux pays se sont mis d'accord pour une plus grande coopération dans le domaine technologique et énergétique ainsi que sur les questions culturelles et sanitaires. Moscou et la Havane mettent en évidence l'absence d'alternative de l'ordre mondial polycentrique et soulignent leur adhésion au droit international et à la juridiction de l'ONU. Rappelons que l'embargo des États-Unis contre Cuba a commencé en 1960 et que c'est le plus long de l'histoire moderne. La mesure qui a causé des dommages à l'économie cubaine a été condamnée à plusieurs reprises par l'ONU. Nous avons des exigences pour qu'entrent dans notre pays des produits importés. Ce que nous faisons, c'est appliquer les règles qui existent. D'abord, c'était les œufs. Ensuite, la viande de poulet, plus tard les plastiques, maintenant la viande de porc. Tous ces produits ont été interdits d'entrer en Haïti. Le ministre des Haïtiens qui résident à l'étranger attribue la mesure imposée au fait que la population porcine soit possiblement affectée par la diarrhée épidémique virale, maladie qui n'affecte pas les humains. Il y a un problème avec la viande porcine à l'échelle internationale. Le gouvernement haïtien a donc pris des mesures contre les pays qui exportent cette viande. Ce que font les urgences, ils maîtrisent sur le bout des doigts la façon de traiter un patient fébrile, et particulièrement un patient atteint de chikungunya. Nous identifions, entre autres, les difficultés qu'il pourrait y avoir de façon à améliorer de plus en plus la qualité des soins faits aux patients. La tournée a commencé par l'hôpital Dr Moscoso Pueblo où, après avoir réalisé son inspection, le plus haut représentant de la santé publique s'est arrêté pour répondre aux dizaines de questions sur le chikungunya qui touche actuellement des milliers de Dominicains. Nous répétons nos alertes, nous présentons notre plan, et ce plan, nous l'avons réformé en le renforçant et en le développant chaque jour, dans le but que les gens comprennent quels sont les mécanismes de transmission de cette maladie. Jour après jour, nous avons rassemblé de plus en plus de personnes, des volontaires des communautés qui nous soutiennent. À ce jour, nous avons éliminé près de 900 000 gîtes à moustiques.